débuter aussi en expliquant à quel point la thématique de ce colloque fait écho de façon très directe à un problème méthodologique que j'ai rencontré dans mon travail de thèse. En écoutant l'économiste Hélène Périvier, il y a à peu près 1 an, je me suis rendu compte que mes recherches étaient fondées sur une conceptualisation initiale misogyne. Mon travail de thèse porte sur les rapports entre art et travail, et plus spécifiquement sur des artistes qui abolissent la distinction entre l'art et le travail. Donc en clair, ils revendiquent un travail non artistique, un job, comme relevant de leur pratique artistique. Le postulat méthodologique de départ sur lequel j'ai fondé mes recherches et à partir duquel j'ai procédé à la sélection des cas que j'étudie est celui d'une séparation entre une activité vocative non rémunérée d'une part, faire de l'art, et d'autre part une activité lucrative, celle de travailler. En écoutant Hélène Périvier, donc, dont les recherches portent sur les inégalités entre les sexes sur le marché du travail, j'ai réalisé que cette définition même du travail, qui associe automatiquement labeur et rémunération, était une définition sexiste qui ne prenait absolument pas en compte les optiques féministes sur le sujet. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Cette mise en perspective m'a permis d'enfin comprendre pourquoi tous les cas d'études que j'avais réussi à identifier étaient le fruit du travail d'artistes hommes, ce que je ne m'expliquais pas jusque-là. Quand j'ai vu passer l'appel à communication du colloque, j'ai vu l'occasion idéale pour soumettre à la discussion les éléments que j'ai pour l'instant réussi à dégager vis-à-vis de cette problématique. Marie et Fanny, la proposition que vous nous avez faite de réfléchir autour des perspectives féministes en histoire de l'art fait écho très directement avec les défis méthodologiques que je rencontre dans mon propre travail. Je vais donc vous présenter les performances de 3 artistes. Mirlela Derman-Ukeles, Linda Marie Montano et Bonnie Ora Scherk. Toutes les 3 procèdent à une opération similaire à celle que j'étudie dans ma thèse. Elles revendiquent, temporairement en l'occurrence, un travail, défini par elles comme non artistique, comme étant une performance d'ordre artistique. Les 3 performances que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui datent du début des années 70, période qui correspond à une mutation profonde de la pensée sur la question du travail de genre, et en particulier à la lumière des théories féministes de l'époque, ce que ces 3 performances, chacune à leur façon, enregistrent et renseignent. Alors avant de commencer, je vous précise juste que la plupart des citations sont traduites directement de l'anglais par mes soins. Donc en 1969, Mirlela Derman-Ukeles, une artiste américaine à l'époque âgée d'une 30aine d'années et jeune maman, rédige un texte qui est depuis devenu iconique, le Manifesto for Maintenance Art 1969. Ce texte est séparé en 2 parties, Ideas d'une part et The Maintenance Art Exhibitions d'autre part. Dans la première partie, Ideas, Ukeles explique la façon dont s'opposent le développement d'une part et la maintenance d'autre part. Donc je pense que la traduction la plus correcte du mot maintenance en anglais, ça serait entretien en français, mais parce que le mot maintenance il fonctionne aussi, puis par souci de facilité et de transparence, je vais continuer à utiliser le mot maintenance en français. Donc le parallèle qu'elle fait est très clair. L'instinct de mort, c'est, je cite, l'avant-garde par excellence, elle le dit en français dans le texte. C'est le changement, le développement, la dynamique, la pure création individuelle, l'excitation, tandis que l'instinct de vie, c'est entretenir le changement, prolonger le développement, renouveler l'excitation et dépoussiérer la pure création individuelle. C'est la maintenance, l'entretien des espèces. Pour penser cette dichotomie, Ukeles s'est inspirée par le profond désarroi qu'elle ressent à se voir coincée dans une vie de mère au foyer, éloignée de force de son art, mais elle est aussi inspirée par le travail de son mari. Jacob Ukeles fait en effet partie de l'équipe qui rédige le plan de développement de la ville de New York, et Mirlela Derman-Ukeles constate que, dans ce plan, tout ce qui relève de la création de valeur économique fait partie de la politique de développement, tandis que tout ce qui touche au fonctionnement et à l'entretien des structures est relégué à la section maintenance, et n'est absolument pas considéré comme créateur de plus-value pour la ville. Elle résume en une phrase très claire les enjeux de cette opposition entre les systèmes de développement et ceux de maintenance. La pilule douce amère de chaque révolution. Qui, après la révolution, va se charger de ramasser les poubelles le lundi matin ? Comme vous pouvez le voir sur le gros plan derrière moi, le titre exact du document, qui est en partie écrit à la main, se lit en réalité comme ceci. Maintenance Art, Proposal for an Exhibition, Care, Mirlela Derman-Ukeles, Copyright 1969. Et effectivement, la seconde partie du manifeste de Ukeles contient une série de propositions qui visent à incarner les idées développées dans la première partie du texte. Ces propositions sont découpées en 3 sections, Personal, General et Earth. Dans la section Personal, Ukeles détaille. Je suis une artiste, je suis une femme, je suis une épouse, je suis une mère. Ordre aléatoire. Je fais une quantité phénoménale de lavage, de nettoyage, de cuisine, de réparation, de support, de préservation, etc. Et aussi, jusqu'à maintenant séparément, je fais de l'art. Désormais, je vais simplement faire tous ces trucs d'entretien quotidien et les balancer à la conscience, les exposer comme de l'art. Un peu plus loin, elle conclut. Mon travail sera le travail. L'artiste se propose donc d'abolir la distinction entre ses activités domestiques, ses tâches d'entretien et de maintenance, et ses activités artistiques.
L'abolition est réciproque, puisque même si les performances de Ukeles qu'on connaît le plus, et je vous en montrerai quelques-unes, se déroulent dans des musées, ses premières actions consistent en réalité à documenter ses performances domestiques chez elle, comme dans celle qu'on voit juste au-dessus de moi qui s'appelle Rising a BM Diaper, ou dans celle-ci aussi qui s'appelle Dusting a Baffle. Donc ça, c'est deux performances de 1970 qui appartiennent à la série des Private Performance of Personal Maintenance as Art. La volonté d'Ukeles de mettre son manifeste en pratique l'a poussé à envoyer son texte à différents critiques d'art, dont Jack Burnham, qui en fera apparaître des extraits dans un article de 1971 publié dans Art Forum. C'est cette diffusion qui permettra à Ukeles d'être incluse dans l'exposition C7500 consacrée à l'art conceptuel au féminin de la commissaire d'exposition et auteure Lucy Lippard. Ukeles y présente un album photo intitulé Maintenance Art Task 1973. L'album compile, comme on peut le voir au-dessus de moi, des photos de ses personal maintenance art et un chiffon à poussière lui est rattaché par une chaînette. Sont aussi montrés dans cette exposition ses maintenance art questionnaires, mis au point dans la partie générale de son manifeste et destinés à être remplis par les visiteurs de l'exposition pour collecter leurs pensées et leurs sentiments concernant les tâches d'entretien. Donc ces questionnaires étaient présents dans l'exposition, il y avait des enveloppes préaffranchies au nom et à l'adresse de l'artiste, puis elle invitait les gens et le public donc à lui renvoyer ce contenu-là. Rapidement, Ukeles propose à Lippard de développer sa proposition et de l'étoffer avec des performances de maintenance art in situ. C'est ce qu'elle fera dès juillet 1973 au Wattsdorf Atheneum Museum, où Ukeles se met à utiliser un tampon encreur qu'elle vient tout juste de créer et qui stipule que l'objet tamponné est désormais un maintenance artwork. En tamponnant des objets ou des documents de ce sceau d'authenticité, elle identifie de façon limpide des éléments et des actions comme étant de l'art. Dans Transfer the Maintenance of the Art Object, une des performances de la série qu'elle réalise en 1973 au Wattsdorf Museum, Ukeles se joue du protocole du musée qui veut que l'entretien des œuvres soit l'exclusivité du conservateur, tandis que l'entretien général des lieux est à la charge d'un personnel de nettoyage dédié, qui n'a pas le droit de toucher aux œuvres. Une documentation photographique et textuelle rend compte de l'opération. L'agent d'entretien nettoie le caisson de protection de l'œuvre d'art, en l'occurrence il s'agit d'une momie. Ukeles astique à son tour ce caisson et y appose son tampon Maintenance Artwork. Le caisson est donc désormais une œuvre et c'est en conséquence au conservateur du musée qu'il incombe dorénavant de le nettoyer. Dans Washing Tracks Maintenance Outside et Washing Tracks Maintenance Inside, Ukeles se livre à deux performances qu'elle qualifie elle-même, je cite, de plus personnelles, moins institutionnelles d'un point de vue systémique, et dans lesquelles elle nettoie sans pause ni interruption, à l'extérieur puis à l'intérieur, les traces de pas laissées par les visiteurs. Sur le mur, elle appose une note qui informe le public du fait que les lieux sont désormais nettoyés as maintenance art par une artiste. Depuis 1978, la Ukeles est l'artiste en résidence officielle du Sanitation Department de la ville de New York. C'est le département qui est en charge du ramassage des ordures de la ville et c'est là que sont conservées la majeure partie de ses archives d'artistes. En 1973 toujours, l'artiste Linda Marie Montano distribue aux journaux locaux de San Francisco, où elle vit, des cartes imprimées par ses soins sur lesquelles elle offre ses services pour des odd jobs artfully done, soit des petits boulots faits dans les règles de l'art. Les services concernés par l'offre de Montano comprennent le nettoyage de greniers ou de mansardes, la peinture de murs intérieurs, du jardinage ou le déplacement d'objets légers. Des photos comme celle-ci sont prises avant et après la réalisation des travaux afin de les documenter. Pour Montano, il s'agit d'une part, je cite, d'intégrer l'art et le fait de travailler pour de l'argent, et d'autre part, d'établir un sentiment, je cite encore, de pleine conscience artistique, de spontanéité et d'imagination. Elle explique. Pour une raison quelconque, j'aimais ce que je faisais quand j'appelais ça de l'art, probablement parce que j'étais dans un état de plein éveil que j'associe au fait de faire de l'art. Pour Montano, il est principalement question d'explorer différents personnages, différents rôles sociaux et de les transmuer en les déclarant et en les vivant comme une performance artistique. Comme on voit là sur l'image derrière moi qui a un focus sur une des cartes qu'elle distribuait, elle signe ses cartes du prénom Rose, qui n'est pas son vrai prénom. Dans Home Nursing, la même année, Montano se vêt d'une robe d'infirmière et annonce à ses proches, toujours grâce à des cartes imprimées, sa disponibilité pour des soins à domicile. Si Home Nursing est plus spécifiquement l'exploration d'un personnage à travers le rôle d'infirmière et n'est pas vraiment un job rémunéré, Becoming a Bell Ringer for the Salvation Army, qui date de 1974, est une performance dans laquelle l'artiste gagne effectivement un salaire. Elle explique que cette performance, qu'elle a invité ses amis à venir voir, résulte du fait que ce personnage était déjà présent presque en totalité dans ses placards. Elle n'a eu à acheter que le chapeau et le pins caractéristique de l'armée du salut et, à part égale, du fait qu'elle avait besoin d'un travail pour gagner sa vie. Dans Garage Talk, une autre performance de 1974, elle se rend disponible au garage de son domicile de 9h du matin à 17h pour discuter avec tous ceux et celles désirant s'entretenir avec elle.
Son voisinage répond à l'appel et vient lui confier ses différents problèmes ou fêter un anniversaire. Dans ses notes, elle indique s'interroger sur sa position d'artiste. Est-ce que je travaille réellement comme tout le monde, gagnant ma vie dans le monde? Est-ce que je suis une professionnelle de valeur? Elle explique que la mise en œuvre de cette performance, dans laquelle elle s'astreint à des horaires de bureau un peu clichés, mais en restant purement et simplement dans son rôle d'artiste, mais d'artiste femme, a, je cite, en quelque sorte bâillonné la question. Elle fait un lien direct entre sa position et celle d'une autre femme de sa famille et dit « J'étais disponible comme ma grand-mère ». De juin 1973 à mai 1974, l'artiste Bonnie Ora Sherk travaille, moyennant salaire, comme cuisinière de 22h à 6h du matin derrière le grill d'un restaurant de San Francisco, le Andy's Donuts, qui est un restaurant de sushi depuis. Cet emploi est aussi une performance intitulée Short Order Cook et fait partie de la série d'actions que l'artiste réalise à l'époque pour, je cite, « explorer la nature de la performance et les divers environnements trouvés ou créés dans lesquels elle peut se produire et questionner ce qui constitue une audience ». Sherk endosse consciemment dans ses performances différents costumes sociaux, ce sont ses mots, et embrasse ainsi un rôle qu'elle incarne aussi bien vestimentairement que dans son attitude. Quand, en 1974, elle réalise la performance Waitress, qui consiste pour elle à travailler dans le même diner mais au poste de serveuse cette fois-ci, elle revêt une robe noire en nylon, un petit tablier blanc et porte une perruque de cheveux noirs. Convoquée pour participer au jury d'un procès de cour d'assises, elle se rend au tribunal en conservant cette tenue et souligne à quel point elle y était, je cite, « particulièrement consciente des prestations, performance en anglais, et aux costumes des avocats et du juge ». Si dans Waitress, Sherk surjoue clairement une forme de féminité stéréotypée, je pense ici à l'utilisation de la perruque, dans Short Order Cook, elle endosse un rôle qu'elle sait être masculin, elle l'a dit dans une entrevue, puisque les cuisiniers professionnels sont à l'époque dans leur écrasante majorité des hommes. Dans les performances de ces trois artistes, la revendication à fusionner l'art et la vie que chacune formule à sa façon se teinte ici d'un potentiel subversif en ce qu'elle résonne de façon saisissante avec les revendications féministes du mouvement de libération des femmes de l'époque que l'on n'appelle pas encore le féminisme de seconde vague. Federici en Italie, Delphi en France et Firestone aux États-Unis militent alors, entre autres, pour une reconnaissance symbolique et financière des tâches domestiques comme un travail à part entière. La International Coalition for Wages for Housework est créée en 1972. Ces penseuses récusent politiquement la distinction entre une soi-disant sphère privée et la sphère publique, entre le travail productif, censé être celui qui crée de la valeur, et le travail reproductif, soit l'ensemble des soins qui permettent aux travailleurs de refaire ses forces. Ces revendications prennent place dans un contexte où l'économie occidentale est en train de basculer de l'ère industrielle à l'ère post-industrielle, et où le concept même de travail, subit à ce titre de profondes mutations. L'économie dite du service est en train d'amorcer sa suprématie et dans cette économie, les métiers de l'entretien ménager, du service, de la restauration ou du soin échoient aux femmes et sont particulièrement mal rémunérés puisqu'on considère que ces métiers ne font pas appel à des compétences acquises mais à un savoir-faire qui serait naturel et propre à la gente féminine. Dans ce contexte, la portée des performances que je vous ai présentées est multiple et enthousiasmante. En abolissant la distinction entre les activités de service qu'elles réalisent pour leur famille, leurs proches ou pour les clients de leurs employeurs et l'art avec un grand A, elle matérialise de façon radicale les revendications féministes concernant la reconnaissance des compétences domestiques comme n'étant pas des savoir-faire naturels, mais le fruit d'une construction sociale sur laquelle repose en grande partie le capitalisme. Les missions de soins, d'entretien, de service et de travail affectif qui incombent aux femmes sont ici mises en scène comme les rôles qu'ils sont et performés puis transformés par le prisme de l'art. L'abolition entre art et travail permet aussi ici de faire du capital symbolique de l'art un réel outil de revendication et d'émancipation. Au-delà de ces liens d'enregistrement et d'incarnation des théories féministes que j'ai que très brièvement le temps d'évoquer, il me semble que ces œuvres ouvrent d'autres pistes de réflexion absolument passionnantes. Parmi celles-ci, je dessinerai en premier les contours du lien que l'on peut faire entre ces performances et la Artworkers Coalition. Donc la Artworkers Coalition, c'est un mouvement new-yorkais qui est concomitant, qui date de la fin des années 60 et qui réclame des droits pour les artistes et entend faire reconnaître la valeur du labeur artistique. Donc on voit bien ici le parallèle qui peut être fait avec entre ce mouvement et celui de revendication concernant le travail domestique que je viens d'évoquer. Comme le fait très justement remarquer l'historienne de l'art Julia Bryan-Wilson dans son livre sur le sujet, la forme que prend la revendication des artworkers est celle d'une identification, plus ou moins littérale, avec les mouvements de revendication ouvriers. Elle cite entre autres l'exemple d'artistes qui, comme Karl André qu'on voit au-dessus de moi, portent le bleu de travail caractéristique des usines. Ce parallèle avec les mouvements ouvriers, comme le souligne Brian Wilson, se fait en s'appuyant sur des codes du travail qui sont ceux du travail au masculin, du travail productif et rémunéré, parfois dans des clichés qui confinent aux machos. Je vous renvoie à l'image qui est au-dessus de moi. Il me semble qu'en faisant un parallèle entre les œuvres et les mouvements qui prennent en compte les formes du travail sexué, on peut se livrer à une analyse des œuvres conceptuelles et de leur rapport à l'économie qui, à ma connaissance, inédit.
Pour ouvrir les perspectives de ma présentation à un lien plus direct avec la thématique de cette journée, j'aimerais avancer l'idée que la proposition méthodologique consistant à repenser les marges est en lien direct avec les questions féministes relatives au travail de genre. En effet, l'une comme l'autre milite pour que soit réévalué ce à quoi on attribue de la valeur, tout aussi bien économique que symbolique. L'enjeu est le même, les mouvements méthodologiques sont identiques et ils peuvent même se recouper quand on s'intéresse à la question des formes d'art qui sont habituellement catégorisées comme relevant de l'artisanat. Là, j'ai plus particulièrement en tête tout ce qui touche à la couture, à la broderie, à tout ce qu'on appelle les crafts en anglais, qui sont dans les canons d'histoire de l'art désignés comme des activités de loisirs féminins et non comme des formes artistiques dignes d'examen. Je conclurai néanmoins sur une note positive en vous signalant un article paru il y a 2 semaines dans The Art Newspaper qui signale le nombre sans précédent de conférences consacrées au craft, justement, durant la conférence annuelle de la College Art Association, donc le grand raout des historiens de l'art anglo-saxon, et en mentionnant également, et ce sera le mot de la fin, la parution de Frey, qui est le dernier ouvrage en date de Julian Brian Wilson, et qui est dédié à la question des craftivismes. Craftivisme, c'est un néologisme de son cru qui est destiné à expliciter la dimension militante des pratiques artistiques qui utilisent des genres soi-disant mineurs associés à l'artisanat. Ce livre me semble illustrer parfaitement la convergence des luttes méthodologiques, si vous me prêtez l'expression que je viens de signaler. Merci.